Salut à tous. J'ai fait un précédent volet sur l'origine des images effrayantes sur internet. Et récemment, le youtubeur Gefio a réussi à trouver l'origine de la photo de la Cooper Family. J'en ai fait un short pour vous résumer l'histoire. Par contre, je me suis rendu compte qu'en France, on n'a pas parlé de toutes les origines des photos creepy et on en découvre de plus en plus grâce à divers enquêteurs du web. Il y a un an, le youtubeur Liz d'ailleurs a fait 3 volets que je vous invite à aller voir sur sa chaîne si vous ne les avez pas vus. De mon côté, ce soir, je vais creuser l'origine de ces 4 images. Un homme sans visage erre la nuit en éteignant les lampadaires sur son passage. Impossible de le croiser de jour, il faut attendre l'obscurité pour le voir apparaître au bord d'un sentier. Charlie No Face, ou parfois Green Man, serait un spectre qui hanterait les routes de Pennsylvanie la nuit à la recherche de victimes. Un visage effacé, une silhouette cauchemardesque. Certains disent qu'il se serait arraché le visage. D'autres prétendent qu'il est tombé dans une cuve d'acide. Et puis un jour, une photo, floue mais bien réelle. Et pourtant, la confusion s'installe. La rumeur devient mythe et le mythe dévore l'homme. Car derrière la silhouette se cachait en fait un homme doux, silencieux, résilient. Mais ça, la légende n'en parle pas. Même après sa mort, les histoires continuent, en ligne, pour des creepypastas. Pennsylvanie, 1910. Raymond Robinson naît dans le comté de Beaver, un enfant ordinaire, comme tant d'autres. Il va à l'école, joue avec ses amis, aide à la maison, jusqu'au jour où tout bascule. Juin 1919. Raymond a 9 ans. Ce jour-là, il se rend, avec ses copains, à un bassin local pour se baigner. Sur le chemin du retour, il traverse un pont de la compagnie Pittsburgh Harmony. Au sommet d'un poteau électrique, un nid d'oiseaux. Il se lance alors un défi, grimper, regarder à l'intérieur, compter les oisillons. Raymond accepte. Il commence à grimper. C'est là que les choses tournent mal. Le poteau est parcouru par un courant de 25 000 volts. Raymond touche accidentellement un fil sous tension. Le choc est foudroyant. Il ne se réveille que des heures plus tard à l'hôpital. Les médecins n'en reviennent pas. Il est encore en vie. Mais à quel prix ? Son visage est méconnaissable, ses yeux détruits, ses bras et ses mains brûlés. Il ne ressemble même plus à un enfant. Ni tout à fait à un être humain d'ailleurs. Beaucoup auraient abandonné, pas Raymond. Il apprend le braille, il tisse des tapis, des ceintures, des porte-monnaies pour gagner un peu d'argent. Jamais une plainte, jamais un mot sur l'accident. C'était comme ça, dira plus tard son neveu. Il ne pouvait rien y faire, alors il n'en parlait pas. Il passe ses journées à écouter la radio, ses nuits à marcher. Chaque soir, il longe la route 351, parfois pendant des heures, seul, silencieux. Rapidement, des rumeurs se répandent. Les curieux affluent, certains pour le voir, d'autres pour l'effrayer. Mais la plupart, au fond, ne voulaient que ça, rencontrer Charlie No Face. Et parfois, lui parler. Mais tout le monde ne voyait pas Raymond avec bienveillance. Certaines personnes l'ont maltraité gratuitement, sans colère, sans motif, juste parce qu'il était différent. On s'arrêtait à sa hauteur, on baissait la vitre, on lui proposait de le déposer. Il montait et quelques minutes plus tard, on le déposait au milieu de nulle part, parfois à plus de 20 km de chez lui. Pour beaucoup, il n'était qu'un monstre à chasser, un freak, une anomalie, un divertissement nocturne, un prétexte pour rire entre amis. Comme un fantôme qu'on ne voudrait pas voir, mais qu'on finit toujours par croiser. Car Raymond se baladait de nuit pour ne pas effrayer les enfants, conscients de son anomalie physique. Raymond Robinson a existé, c'était un homme, pas un mythe, pas une créature. Un homme qui chaque soir s'éloignait du vacarme du monde. Il ne cherchait ni la peur, ni la pitié, seulement un peu d'air, un peu de répit dans un corps trop lourd à porter. Il marchait, et dans cette marche, peut-être trouvait-il enfin un semblant de paix. Ou alors, il essayait juste de se faire oublier. Les Warren. Ce couple est devenu célèbre pour ses enquêtes paranormales, souvent controversées. Ils fondent la New England Society for Psychic Research en 1952. Pendant 50 ans, ils affirment traquer les forces invisibles. Parmi leurs dossiers les plus célèbres, Annabelle, The Odd Thing in Connecticut et Amityville. Car en effet, il s'y déroulait un drame dans cette maison.
Le fils aîné de la famille a froidement assassiné ses parents, ses sœurs et ses frères pendant qu'ils dormaient dans leurs lits respectifs. 5 mois après le départ précipité des nouveaux propriétaires, les Warren pénètrent dans la maison. Ils rapportent des phénomènes étranges, mais sans aucune preuve filmée. Une seule chose subsiste, une photo, floue et troublante. Au premier regard, on y voit un enfant tapi dans l'ombre, les yeux luisants. Il se tient là, immobile, dans l'encadrement d'une porte au fond du couloir, comme s'il vous fixait, comme s'il vous attendait. Cette image va devenir culte. On dit qu'il s'agissait de John DeFeo, un des enfants assassinés dans la maison d'Amityville 1 an plus tôt. Un esprit piégé entre deux mondes, un regard qui n'a jamais eu le temps de se détourner de la peur. Elle circule partout. Livres, documentaires, top YouTube sur les photos les plus effrayantes de l'histoire. On l'analyse, on la retourne, on la décortique. Certains parlent d'une preuve irréfutable, le visage de l'innocence déformé par la mort. Mais ce soir-là, les Warren ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés par un autre enquêteur, Paul Bartz. Et si l'on prend le temps de comparer, on remarque que l'enfant fantôme lui ressemble un peu trop. Même posture, même coupe de cheveux et exactement cette chemise à carreaux visible sur d'autres clichés pris cette nuit-là. La même. L'éclat blanc dans ses yeux, ce ne sont pas les flammes de l'enfer, ce sont juste le reflet de ses lunettes. En réalité, l'image montre simplement Paul Bartz agenouillé en train de prendre des mesures. Et pourtant, même aujourd'hui, des milliers de personnes y voient encore l'image d'un enfant. Du 112 Ocean Avenue, depuis 1976, elle a changé de propriétaire 4 fois. Aucun d'eux n'a jamais parlé de fantôme. Rien, silence. Juste une maison. Alors mythe monté de toutes pièces, ou simple supercherie transformée en machine à frissons. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Amityville, la peur a rapporté gros, et qu'elle continue de hanter les esprits, même sans fantômes. Bon, j'ouvre une petite parenthèse ici pour t'inviter à t'abonner, activer la cloche et me dire ce que tu penses de ces histoires macabres. Marina Mordgard Glasgow. Si vous avez déjà traîné sur YouTube à la recherche de vidéos bizarres et mystérieuses, ce nom vous est peut-être familier. L'affaire commence en 2008, lorsqu'un compte obscur publie une vidéo titrée exactement ainsi, Marina Mordgard Glasgow. La vidéo dure à l'origine 22 secondes. Elle montre un homme à moustache figé devant un fond rouge trouble, presque organique. Il regarde la caméra sans cligner des yeux. Le regard est lourd, l'image tremble, et en fond, un bruit strident, mécanique, comme une perceuse dentaire, est entendu. Rien ne se passe. Jusqu'aux 2 dernières secondes. L'image zoome brutalement sur le visage, l'homme sourit, puis écran noir. La vidéo est supprimée peu après sa mise en ligne pour des raisons inconnues. Mais en avril de la même année, elle réapparaît sous une autre forme. Une version étendue de 2 minutes refait surface, cette fois accompagnée d'un paragraphe étrange dans la description. Le texte affirme que la vidéo originale a été supprimée par YouTube car jugée trop explicite. L'employé chargé de supprimer la vidéo aurait été traumatisé par son contenu, incapable d'expliquer ce qu'il avait vu. Il refuse encore à ce jour d'en parler et souffre encore de son traumatisme. Voilà comment on fabrique un mythe, avec juste ce qu'il faut de détails et aucune preuve. L'IP de la vidéo, elle est inexistante, impossible à tracer. L'homme dans la vidéo, il n'est pas identifié. La vidéo s'étend comme un virus. Des versions modifiées apparaissent sur des forums comme Unexplained Mysteries ou 4chan, traduites en plusieurs langues, relayées dans des chaînes de mails, des blogs obscurs, des sites russes, etc. Là-bas, une nouvelle théorie surgit. La vidéo serait une expérience psychologique menée par des services secrets à la manière de MKUltra. À ce stade, l'histoire est trop grosse pour mourir, elle devient autonome, une vraie creepypasta archivée sur le site du même nom apparaît en août 2008. Mais 2 jours après la republication de la vidéo, un internaute poste une vidéo de debunk aujourd'hui supprimée. Selon lui, l'homme de la vidéo n'est pas un spectre, c'est pas un cobaye du gouvernement, c'est pas un assassin, c'est pas un homme maudit. C'est Byron Cortez, un coordinateur marketing guatémaltèque vivant dans les îles Vierges américaines. Absolument rien à voir. Son image aurait été tirée d'un sondage en ligne datant de 2004, puis modifiée à l'aide d'un simple logiciel de montage. C'est un homme tout à fait normal, qui n'a absolument rien de particulier.
La vidéo n'a jamais été démontrée comme dangereuse, juste étrange et suffisamment hors norme pour qu'on la relie à la mort, à la folie et à ce qu'on ne comprend pas, parce qu'en 2008, les vidéos comme ça étaient finalement assez rares. En réalité, tout porte à croire que quelqu'un, quelque part, a voulu créer une vidéo dérangeante pour faire parler de lui, sans but précis, et que quelqu'un d'autre, après coup, a décidé d'en écrire la légende. Nous sommes en juin 1972. Il fait lourd ce jour-là, l'air colle à la peau, les néons bourdonnent et les urgences de l'hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles tournent à plein régime. Une femme arrive, elle ne parle pas, elle entre, silencieuse, comme une tache sur le réel. Elle porte une robe d'hôpital trop grande, imbibée de sang. Mais ici, le sang ne choque plus personne. Les murs en ont vu d'autres. Ce n'est pas ça qui dérange. Ce qui lasse immédiatement, c'est elle, son visage, ou plutôt ce qu'il en reste. Elle ressemble à un mannequin de vitrine, le visage trop lisse, trop symétrique, comme si quelqu'un avait voulu sculpter un humain à la main sans comprendre ce qu'est un visage. Dans sa bouche, il y a un chaton, vivant. Elle le recrachera sans un mot avant de s'effondrer sur le sol. On tente de la nettoyer, sans oser poser les yeux sur elle. Elle sent fort, pas la mort, autre chose. Quelque chose entre le médical et l'animal, comme si elle avait été trempée dans du formol puis abandonnée à la pluie. Alors l'équipe médicale l'attache, pas pour elle, pour eux, parce qu'elle ne fait rien et c'est ça le problème. On l'emmène dans une chambre, on la nettoie, on la prépare à être sédatée. Quand on lui explique ce qu'on va faire, elle ne réagit pas, elle comprend, elle obéit. Jusqu'à ce que le médecin-chef s'approche avec une seringue. À cet instant précis, la femme se redresse, résiste. 2 infirmiers tentent de la maintenir et là, elle sourit. Pas un sourire humain, un rictus, un déchirement. Sa bouche laisse paraître des rangées de dents acérées, trop nombreuses pour tenir dans un crâne humain. Le médecin recule, il entend les forces de l'ordre arriver, il détourne les yeux et dans ce bref moment, elle frappe. Elle se jette sur lui et lui arrache la gorge. Alors il agonise, elle se penche à son oreille et murmure « Je suis Dieu ». La creepypasta a plutôt mal vieilli, je vous l'accorde, beaucoup moins effrayante que dans mes souvenirs, mais la photo qui circule avec cette histoire n'a absolument rien à voir. Ce n'est même pas une image qui a été prise à l'hôpital Cedars-Sinai, c'est juste une mise en scène. Elle date de 1968, prise par le photographe Lord Snowdon pour son livre Assignments. On y voit 2 étudiants en soins infirmiers et un mannequin médical en cire utilisé pour les formations. Il n'y a pas de ghouls, d'extraterrestres, de tueuses, c'est juste une photo d'archivage avec une mauvaise lumière. C'est une photo assez banale et c'est souvent ça d'ailleurs qui va faire la réussite de beaucoup de creepypasta, c'est que ces photos peuvent tout à fait se glisser dans la réalité. Elle est suffisamment étrange pour coller à une légende et va très bien fonctionner dans l'imaginaire collectif. Voilà, j'espère vous avoir éclairé avec cette vidéo, que cette dernière vous a plu. Et avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit like d'encouragement, ça aide beaucoup la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Est-ce qu'il y a une photo qui vous a particulièrement marqué ou est-ce qu'il y a une photo dont vous aimeriez que je parle dans un prochain volet ? Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur Eldritch Tale.